Voilà donc pour cette petite introduction. Je ne reviens pas trop longuement sur les contextes, notamment les crises climatiques, comme vous et moi connaissons bien. Malheureusement, il suffit d'ouvrir la télé ou les informations pour le constater tous les jours. Et encore une fois, on pense que l'action collective est plus qu'indispensable. Et donc, on compte vraiment sur votre énergie à toutes et tous et on se met à votre service pour vous aider en cela. Voilà, je vais être court, j'ai été un peu long d'ailleurs, désolé. Je vais m'arrêter là surtout et vous souhaiter de bons travaux, une bonne présentation. Merci à tous les intervenants qui ce matin ont accepté de venir échanger avec nous. Et puis à vous toutes et tous, encore une fois, pour votre présence. Je cède sans plus tarder la parole à Sandrine Meizano. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce matin. Comme vous l'avez entendu, nous avons lancé une captation audio-vidéo de cette session. C'est important pour ce deuxième bilan, puisque nous sommes sur le bilan de l'année 2022, deuxième année de la CFFC. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, nous vous invitons à éteindre votre caméra. N'hésitez pas aussi à réagir en temps réel sur Twitter avec hashtag Réveil Climat ou en taguant le CFFC comme d'habitude. Et surtout, je vous présente tout de suite notre programme de la matinée qui a été préparé avec Béatrice et l'équipe. Alors, nous allons, pour cette synthèse annuelle, faire un point sur les actions 2022 des signataires par Béatrice. Guillaume de Citre vous fera un point en tant que membre du COPIL. Je vous expliquerai après où est-ce qu'on en est des fameux réveils climat qui sont une des animations de la CFFC. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir 6 témoins ce matin, en la personne de Sophie Pouget pour la Fondation Raja Daniel Marcovici, Nicolas Berthelet pour la Fondation France, Catherine Savet pour la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, et puis Dorothée Melville pour la Fondation Hippocrène, Marie-Stéphane Maradex pour la Fondation Nina et Daniel Carasso, et le dernier, Jean-Luc Buchon, que je n'oublie pas, de la Fondation du Fonds Cercle Promodule INEV 4, et enfin Philippe Mayol de la Fondation Terre Solidaire. Alors, nous avons une animation ce matin à vous proposer. Ça sera de se poser des questions sur Metimeter, donc ne soyez pas étonnés tout à l'heure. Je vous interrogerai à travers un outil interactif, voilà, pour nous mettre en énergie pendant cette matinée de bilan. Je cède tout de suite la parole à Béatrice pour la restitution du bilan en chiffres de nos signataires qui ont répondu. Béatrice, c'est à toi. Justement, nous commençons par une première question Mentimeter. Donc, il faut tous vous connecter et Alors, vous allez devoir deviner sur quel pilier, puisque vous connaissez tous nos 6 piliers, les répondants et donc l'ensemble des signataires ont agi en plus grand nombre. alors, la question, donc, c'est d'aller sur veti.com par Internet, de taper le code 58 84 24 81, pardon, ou alors de taguer le code QR qui s'affiche avec votre téléphone. Et donc, pour se mettre en route, on va se poser une question. D'après vous, sur quel pilier les signataires de la Coalition française des fondations pour le climat agissent-elles le plus? C'est parti. Nous nous donnons 2 minutes. Ça se remplit. Les grappes sont en train de se construire. Allez, encore 1 minute. On va encore donner un petit moment parce que comme c'est la première question du Mentimeter, eh bien, il faut que les uns et les autres puissiez avoir le temps de faire le flashcode ou éventuellement d'aller vous connecter sur Internet. Voilà, je vais donner 1 minute de plus. On va s'arrêter à 10h39. Allez, Mentimeter nous annonce 44 secondes. Formidable. C'est très intéressant ce qui est en train de se constituer là. Très intéressant. Allez, 26 secondes.
16 secondes. On voit que les réponses se sont stabilisées, ce qui va nous permettre d'avoir la réponse qui va s'afficher. Ah, il y a encore des réponses, allez-y. Faites vos jeux, comme on dit. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. C'est parti. Alors, nous avons 19 réponses pour le pilier formation et sensibilisation, 12 réponses pour le pilier fonctionnement interne. Celui qui vient en dernière position, c'est la transparence. Alors, quelle réponse allons-nous avoir? Soit je le déflore, soit je ne dis rien. Et Béatrice, c'est toi qui vas lancer le bilan qui va permettre de faire le point directement. Donc, vos réponses sont le pilier Voilà. de la formation et de la sensibilisation, mais surprise. Béatrice, c'est à toi. Surprise, voilà. Eh bien, là où vous avez le plus agi, c'est donc sur le pilier 3, l'intégration dans vos projets et programmes de critères environnementaux. Donc, bravo à tous. Vient en deuxième position celui sur le fonctionnement interne. En troisième, les actions de formation et de sensibilisation. En quatrième, la transparence et donc vous avez notamment répondu à celui-ci en justement contribuant au bilan annuel. Puis les actions pour le collectif. Et enfin, la finance. Et vous êtes nombreux à dire que c'est la partie la plus difficile à intégrer. Donc, comme vous le savez, on est là pour vous accompagner aussi sur ce sujet avec notamment notre fameux guide pratique. Donc, pour l'année 2022, eh bien, vous êtes 68 à avoir répondu à ce fameux bilan, c'est-à-dire 60% des signataires, non, un peu moins. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'étiez que 33 l'année dernière. Donc, on progresse vraiment. En termes de nombre de signataires, donc au 31-12, nous étions à 149. Donc, on a eu 37 nouveaux signataires au cours de l'année 2022. Et l'excellente nouvelle du jour, c'est qu'on en a un nouveau depuis ce matin que j'ai rencontré hier grâce à la formation juridique du CFF. Et donc, nous sommes 157 à ce jour. Donc, vous voyez que ça continue à avancer. Donc, on a besoin de vous tous pour que ça progresse encore et toujours et que vous expliquiez pourquoi s'engager comme je le fais le plus souvent possible. Slide suivant. Donc, sur la répartition en termes de structure juridique, bien sûr, comme dans le monde des fondations en général, en nombre, ce sont les fonds de dotation qui dominent et avec donc à peu près un tiers des signataires, mais c'est beaucoup moins en proportion que dans la réalité, puisque les fonds de dotation aujourd'hui représentent près de 70% du nombre de structures philanthropiques françaises. Ensuite, on a les FRUP, les fondations abritées et les fondations d'entreprise, qui représentent chacune à peu près un quart de nos signataires. Et puis, en 2 par 2, nous avons les fondations partenariales, les fondations de coopération scientifique et les fondations universitaires. D'ailleurs, sur ce dernier point, les fondations universitaires nous rejoignent de plus en plus. Alors, si on répartit par domaine d'action, donc on a l'environnement qui est la cause qui ressort le plus, mais sachez qu'il y a beaucoup dans les autres causes de fondations qui ont, je dirais, comme objet non pas principal, mais peut-être secondaire, l'environnement aussi. Donc voilà, ça couvre pas mal de causes en fait, et c'est difficile d'avoir des statistiques pures, mais en tout cas en environnement pur, on en a 56 sur 149. Ensuite, l'inclusion sociale, l'éducation et la culture, la santé, celles qui sont polyvalentes, celles qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'action internationale. Et puis après, dans une moindre mesure, les autres sujets. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que le spectre est vraiment très varié. Suivant. Donc, par rapport à vos réponses et aux actions très concrètes, qui vont être illustrées ensuite par des témoignages, 74% des répondants ont mené donc sur ce fameux pilier 1 qui concerne les actions de sensibilisation et de formation, ont mené des actions dans ce domaine-là. Et
ce pourcentage est en augmentation par rapport à l'année dernière de 6%. 54% ont utilisé soit la fresque du climat, soit d'autres, je dirais, ateliers de ce type. Donc, on voit que c'est un vrai succès, ces fresques, et vous savez qu'il en existe plein aujourd'hui, ou d'autres formes. Et en tout, ont été recensées 1400 heures consacrées aux actions de formation et de sensibilisation. Sur le pilier 2, donc pour intégrer les enjeux climatiques dans le fonctionnement interne, eh bien la bonne nouvelle, c'est que 42% d'entre vous ont fait leur bilan gaz à effet de serre ou autre calcul de leur empreinte environnementale, en augmentation de 19% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment un sujet qui progresse et ce sera, je pense, un jour un indicateur phare de l'ensemble des fondations. Et 75% estiment avoir de bonnes pratiques au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont intégré le tri des déchets, la baisse de leur consommation d'énergie, leur mode de déplacement vers des mobilités plus douces, leur gestion des achats, etc. Donc, sur le pilier 3, qui concerne les projets et programmes, dont je vous rappelle que c'est celui pour lequel il y a eu le plus d'actions mises en œuvre en 2022. Donc, on a 44% des projets soutenus ou développés, enfin, c'est-à-dire quand on est opérateur ou distributeur, qui comportent une dimension climat ou environnementale, 63% qui ont réorienté certains de leurs projets pour tenir compte de ces critères-là, ou qui les ont intégrés plus dans leur sélection dans les appels d'offres, par exemple. 59% donc ont placé ce critère climat dans le choix de leurs partenaires. Et en tout, ça représente 1350 projets ou opérations sur le terrain et 30 millions d'euros, soit 5 millions de plus qu'en 2021. Donc, c'est une masse importante, même si elle ne représente toujours que 2 ou 3% des ressources allouées par les fondations aux sujets environnementaux. Suivant. Donc, sur le pilier 4, pour la gestion financière, et donc, je vous l'ai dit, c'est celui qui est remonté comme le plus difficile à mettre en œuvre, et aussi pour ceux qui le font, je dirais, de manière presque parfaite, qui constatent qu'au jour le jour, c'est pas facile à suivre, à contrôler, à maîtriser, puisqu'il y a toujours évidemment des évolutions, par exemple dans les fonds dans lesquels ils ont investi ou dans les entreprises, et que les critères sont pas complètement figés ni purs, et c'est des analyses, je dirais, permanentes. Guillaume, si tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. 63% ciblent des investissements bas carbone ou verts. 25% ont choisi une approche par les pratiques d'exclusion ou de désinvestissement, avec notamment Divest Invest, mais ce n'est pas le seul exemple. Et 38% possèdent déjà des investissements bas carbone. Pilier 5, donc sur les actions pour le collectif, bien, il s'agit d'avoir, par exemple, d'organiser des conférences, de participer à des grands événements, de participer aussi à nos groupes de travail ou d'intervenir comme aujourd'hui. Enfin, il a plein de formes et pour des publics très variés, que ce soit pour déjà votre écosystème interne, vos administrateurs, vos bénévoles et le grand public, aussi les collectivités locales, etc. Et donc, la surprise, 18% des répondants ont participé déjà à une COP, que ce soit la COP biodiversité ou la COP globale, et 55% souhaiteraient y participer. Donc, a priori, on va essayer de monter un groupe de travail sur le sujet pour se préparer tous ensemble, pas forcément à être sur place, mais peut-être à faire des propositions, et aussi en lien avec nos partenaires à l'international, notamment Philéa. Et 40% des signataires ont œuvré pour la production et le partage de savoir et donc de ressources qui peuvent enrichir tout le monde. Donc, au niveau de la transparence, le meilleur moyen de répondre à celui-ci, c'est de remplir le bilan annuel. Donc, mais 84% d'entre vous
souhaitent aller encore plus loin dans cette dynamique de transparence en faisant mieux connaître leurs actions et en essaimant auprès du reste du monde de la philanthropie, en faisant connaître aussi ce que c'est que l'engagement environnemental des acteurs de la philanthropie auprès des pouvoirs publics. Et donc, il y en a 2 fois plus qu'en 2021. Et 44% d'entre vous ont mis en ligne ce bilan sous une forme ou une autre, qui peut être un bilan plus global RSE, un rapport annuel général avec cette partie-là. Donc, ça progresse aussi. Voilà, si on prend globalement, et j'en finis par là, les réalisations de cet ensemble CFFC dont vous êtes, eh bien, ça a permis d'avoir 4 grandes conférences, on les a appelées sur des thématiques vraiment de fond. La dernière étant sur l'adaptation. Et la prochaine, ce sera l'atelier des fondations sur la transformation. Donc, la partie climat est bien intégrée dans cet atelier. 5 interventions, je dirais, au sommet dans des événements externes. Donc, le nombre de signataires, je l'ai assez dit. On est tous membres aussi de l'International Commitment. Et donc, en tout, mondialement, nous sommes à ce jour 626. Donc, vous voyez que les Français pèsent un grand poids. Il y a eu donc 2 bilans globaux et surtout 4 outils qui ont été fournis grâce aux participants, 54 participants à 4 groupes de travail, donc qui ont permis de livrer les premiers outils avec le guide pratique finance et climat. Donc, je suis sûre que vous l'utilisez tous au jour le jour. Alice, si tu veux bien nous mettre le lien, ça sera parfait. Il est décomposé en 6 livrets synthétiques sur notre site. On a fait aussi, grâce à un autre groupe, des podcasts sur comment utiliser les ODD par rapport aux piliers du manifeste, des fiches pratiques et un module de formation. Donc, la prochaine session est le 24 mai et on en organisera d'autres à votre demande. Slide suivant. Donc, je vais passer la parole à Guillaume pour donner, je dirais, son regard sur cette fameuse coalition climat en tant que membre du comité de pilotage. Merci beaucoup, Béatrice. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle effectivement Guillaume De Citre. Depuis 12 ans, je suis le président de Lire et Sourire, anciennement le fonds de Citre, qui est un fonds de dotation dont l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux livres et à la culture. Très rapidement, on a joué un rôle important dans le déploiement en France des boîtes à lire, qui déjà à l'époque avaient l'idée de donner une 2e, voire une 3e, voire une 4e vie aux livres, tout ça dans une économie circulaire et de proximité. Et puis depuis 3 ans, on a un programme assez ambitieux pour déployer un service de lecture dans les maisons de retraite avec des bénévoles qui avance plutôt bien, qui aujourd'hui est dans à peu près 80 établissements. Alors, pour revenir au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, pourquoi cette initiative, pourquoi le comité de pilotage? Il se trouve qu'en 2005, j'ai fait un rêve avec ma famille, on a fait un mi-tour du monde à la voile, donc ça commence à dater, oui, ça fait plus de 15 ans. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte de manière extrêmement concrète de ce que c'était que le réchauffement climatique. Donc concrètement, quand on fait de la voile, ça veut dire que quand on veut traverser l'Atlantique, on réalise que le régime des alizés n'est plus ce qu'il était depuis des milliers d'années. On se rend compte qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. On se rend compte aux Caraïbes que beaucoup de coraux sont morts. Enfin, il y a eu, je dirais, une prise de conscience extrêmement charnelle, physique de ces enjeux-là. Et donc, depuis cette période, j'ai essayé de faire en sorte que dans les responsabilités qui étaient les miennes, que ce soit en tant que président de Citre et maintenant de la Fondation, on essayait de travailler sur ces sujets-là. Et il se trouve qu'il y a 2 ans et demi, grâce à Benoît Méribel, j'ai rencontré Marie-Stéphane et quelques autres personnes, et on a eu l'idée effectivement de se dire les fondations en France représentent des capitaux importants, c'est 43 milliards d'euros, représentent des dizaines de milliers de personnes, et ont pour objectif le bien commun. Et donc, on a vraisemblablement un rôle, on va jeter un grand mot, d'exemplarité pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que, quel que soit notre domaine d'intervention, on puisse participer à ces enjeux climat. L'idée étant qu'il y a bien évidemment des fondations qui travaillent là-dessus depuis, entre guillemets, toujours, le WWF, Tara et bien d'autres. Mais en fait, ce climat, cette biodiversité, c'est la mère des batailles, hein.
Les études, pour l'instant, semblent dire que cet été, s'il ne pleut pas beaucoup plus, il y a à peu près 3000 communes en France qui n'auront pas d'eau ou pas beaucoup d'eau dans le robinet. C'est beaucoup et malheureusement, ça risque d'empirer. Donc, on a un vrai enjeu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire collectivement. Et c'est le rôle de cette initiative, avec en arrière-plan l'idée que le problème est tellement complexe, et Béatrice vous en a parlé pendant ce résumé de ce qu'on fait, que ça peut être qu'une action collective qui fait que chacun fait de son mieux tous les jours, à titre individuel, à titre collectif, pour régler des problèmes qui parfois nous dépassent. Donc au niveau du comité de pilotage, on a effectivement essayé d'organiser tout ça sous l'égide du Centre français des fondations, en partenariat avec d'autres associations qui travaillent avec les fondations et quelques entreprises partenaires qui nous soutiennent, pour essayer d'organiser tout ça au niveau national et bien évidemment au niveau européen, voire mondial. Donc, la bonne nouvelle, c'est ce qu'a dit Béatrice, c'est qu'il y a plus de 150 fondations aujourd'hui qui travaillent dans cette initiative. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore des milliers de fondations qui ne sont pas encore membres de cette initiative. Donc, si vous êtes en ligne et que vous avez signé, bravo. Si vous ne l'avez pas encore, on vous encourage à le faire. Et puis, si vous connaissez d'autres fondations partenaires, on vous encourage aussi à les encourager à participer. Sachant qu'il y a eu beaucoup de travail, Béatrice l'a mentionné, pour de la formation, de la sensibilisation avec la fresque du climat. Je me permets de vous parler de quelque chose qui est sorti il y a relativement peu de temps, qui est une initiative qui a été créée par notamment Frédéric Laloux, qui avait écrit l'entreprise libérée, qui s'appelle The Week, theweek.oo, qui est en fait, à mon avis, la suite de la fresque du climat, qui est, une fois qu'on a vraiment compris ce qui se passe, d'essayer de passer les difficultés émotionnelles à se mettre dans l'action face à des sujets pareils. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à regarder ces 3 séquences de vidéos, soit en équipe, soit avec d'autres fondations, parce que l'enjeu maintenant, ça va être de moins en moins la sensibilisation et de plus en plus l'action. Donc, nous, sur quoi on va travailler au niveau du comité de pilotage, c'est bien évidemment de continuer à travailler sur le réveil climat et de sensibilisation, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact possible. Parce qu'au bout du bout, je parle en mon nom, l'objectif, ce n'est pas d'avoir 3000 personnes qui ont signé le manifeste, c'est qu'on ait 3000 fondations qui se sont mises en action et qui aient véritablement modifié leurs pratiques. Je ne donne qu'un seul exemple. On est en train de lever des fonds au niveau de l'Hervé Sourire pour déployer le projet. Il y a encore beaucoup de grandes fondations en France qui, dans les formulaires de dotation potentielle, ne parlent pas de ces enjeux-là. Je trouve que c'est dommage. Donc, si vous avez ce type de responsabilité et que vous m'écoutez, je vous encourage à le faire. Voilà, c'est un petit détail, un petit clin d'œil. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus. Encore une fois, moi, je suis heureux de participer à cette initiative. Je pense qu'elle est vraiment très importante. Je trouve qu'il y a une bonne équipe, une bonne dynamique. L'idée, c'est effectivement d'aller plus vite, plus fort, et puis surtout de passer des bons moments, parce que si on ne passe pas des bons moments, on passe à autre chose. Voilà, merci Béatrice. Bonne journée à tous et à suivre. Merci Guillaume pour ce premier témoignage. En tant que membre du COPIL, c'est très précieux. Plus vite, plus haut, plus fort, allons-y tous. Effectivement, ça doit aussi se faire avec du plaisir et de la joie. Alors, dans le cadre du bilan, il y a un rendez-vous qu'on vous donne tous les mois maintenant depuis plus de 2 ans. Ce sont les fameux réveils climat en visio. On rappelle que c'est un format d'1 heure, matin 8h30, 9h30. Et pour l'année 2022, nous avons assuré 9 réveils climat. Avec plus de 40 témoignages de fonds de dotation ou de fondations qui sont venus raconter ce qu'elles font de bien sur les questions du climat et de la biodiversité, puisque la CFFC, c'est aussi globalement l'environnement, donc on intègre bien sûr la biodiversité. Et ce qui est important aussi, c'est que ce sont des rendez-vous qui sont bien suivis, puisqu'on a en moyenne 66 participants à chacune de ces matinées qu'on cale sur 1 heure. Alors, les thèmes qu'on a traités cette année, jeunesse et climat, ça a été au mois de janvier, puis carbone et climat au mois de février, les enjeux écologiques dans le contexte des élections présidentielles, nous avons traité ça au mois de mars, dans l'actualité, puis la biodiversité et le climat au mois de mai, puisqu'en avril, nous étions à Annecy, nous avons eu puis l'eau et l'océan au mois de juin, et au mois de juillet, on a même été accueillis par la fondation EDF, nous avons abordé la question de l'art et du climat. À la rentrée, sur septembre, nous avons été sur tout ce qui est stratégie d'investissement pour le climat. Donc, on a parlé de finances.
Crise climatique estivale, répercussions ou vision par les fondations, ça a été traité en octobre, puisqu'on le rappelle, l'été 2022 a été quand même très marqué, notamment sur les augmentations de température et la sécheresse. Et puis, fondation d'entreprise, avec la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises, a été traitée au mois de décembre. Voilà, de beaux rendez-vous que l'on continue encore. On a poursuivi cette année. Le prochain, ça sera, je crois, le 22e. On vous en reparlera au moment où nous vous donnerons rendez-vous à la fin de ce bilan. Donc, pour prendre la suite, on va passer sur le déroulé et les témoignages des piliers. Béatrice, tu nous annonces le premier pilier pour notre premier témoin? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous le savez tous par cœur, le pilier 1 porte sur les actions de formation et de sensibilisation. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Sophie Pouget, qui dirige la fondation Raja. Merci Béatrice et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. La Fondation Raja a signé le manifeste évidemment parce qu'on est convaincus comme vous toutes de ces enjeux et on intervient particulièrement sur ces actions de sensibilisation, de partage de bonnes pratiques. Parce que, comme on le sait, c'est vraiment la base du changement et de la prise de conscience des effets du dérèglement climatique. Et c'est ce qui conditionne un petit peu les actions concrètes qu'on peut mettre ensuite en place sur le terrain. Vous le savez sans doute, donc, la Fondation Raja intervient essentiellement sur les questions de droits des femmes en France et dans le monde. Donc, on a une approche en matière de sensibilisation sur les effets du dérèglement climatique qui est un petit peu particulière puisqu'on croise un petit peu les deux approches. On a mis en place un programme Femmes et Environnement suite à la COP21 en 2015 qui nous a permis de mobiliser à ce jour 2,5 millions d'euros et de soutenir 80 associations dans 30 pays. Et donc, c'est avec cette approche-là qu'on met en place ces actions de formation et de sensibilisation. On est aussi membre de plusieurs coalitions sur le climat, dont une qui est mise en place à l'échelle internationale par ONU Femmes, et qui est soutenue par la France. Et puis, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu participer à certains événements qui nous ont permis d'informer nos collaborateurs. Donc, concrètement, j'en viens aux actions qu'on a mises en place. Il y a 3 niveaux en réalité d'action. D'abord, il y a des actions très concrètes dans l'entreprise. Donc, la Fondation Raja, elle est affiliée, donc c'est une fondation qui est abritée par la Fondation de France, mais qui détient ses financements du groupe Raja. C'est 4500 collaborateurs dans toute l'Europe, 19 pays, 25 filiales. Donc, l'an dernier, ce qu'on a fait avec une association qu'on connaît, qu'on accompagne depuis très longtemps, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Chaussettes Solidaires, on a mis en place une exposition qui s'appelle 10 gestes pour la planète, toute simple, et qu'on a fait circuler dans tout le groupe, qui vise vraiment à sensibiliser les collaboratrices et les collaborateurs sur voilà, les gestes simples, dégivrer son frigo, utiliser des multiprises pour pouvoir couper les mots de veille. Enfin voilà, c'est des choses assez simples mais vraiment importantes. Et puis on a mis aussi en place, donc ça c'est le premier niveau d'action. Le deuxième niveau, c'est qu'on participe à des actions de plaidoyer. Donc, je vous le disais, on était à la COP27 avec ONU Femmes. On a organisé aussi une table ronde sur la question de la place des agricultrices en France. Donc, ça, c'est vraiment des actions qui nous permettent aussi en interne de sensibiliser nos collaborateurs sur ces questions. Et puis, le troisième niveau d'action, c'est la valorisation des associations qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Et là, il y a 2 choses. On a mis en place une mini-série de vidéos qui s'appelle l'Ampli des assos. Et l'an dernier, on a ainsi pu parler du travail du Chemin des Fleurs, qui est un chantier d'insertion en production horticole biologique, et de l'association Rebelle qui lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les fruits et légumes invendus, les fruits moches. Voilà. Donc, on a parlé de leur travail qui est vraiment super. Et puis, on a aussi eu la chance, avec le CFF, de diffuser via Brut une jolie vidéo sur les femmes dans l'agriculture biologique avec la Fédération nationale d'agriculture biologique,
qu'on soutient. Voilà. Et puis, on est en train de préparer plein de choses pour 2023, mais ce sera pour plus tard. Merci, Béatrice. Merci beaucoup, Sophie, pour ce premier témoignage. Effectivement, c'est très intéressant de voir concrètement ce qui a été fait sur ce fameux pilier 1. Alors, un peu de mise en énergie avec le fameux jeu Metimeter. On vous propose de vous connecter à nouveau sur le questionnaire Metimeter. Donc, on rappelle connexion avec le PC sur menti.com et vous entrez le code 58 84 24 81 qui s'affiche ou par votre téléphone en flashant le QR code. Nous posons donc la première question qui était sur le slide voilà, juste avant. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot pour décrire votre état d'esprit suite à la mise en place des actions environnementales que vous avez fait dans votre fonds de dotation ou dans votre fondation pendant l'année 2022? Alors, ça peut être encore un état d'esprit sur début 2023. Hein, nous sommes au mois de mai, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui est important, c'est de partager avec nous l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes rassuré? Là, on voit de l'enthousiasme qui s'affiche. Et donc, au fur et à mesure de vos réponses, nous allons normalement avoir un nuage de mots qui va être intéressant, qui va nous donner la météo des émotions, de l'état d'esprit des fonds de dotation et des fondations qui sont donc connectés ce matin pour ce bilan de l'année 2022. Alors, c'est intéressant parce que quand même, on voit plutôt des mots positifs. Il s'affiche engagé, motivé, mobilisé, optimiste, soulagé, du volontarisme, déçu, il faut le dire, fier, manque de soutien, inquiet, mobilisé, enjoué, persévérance, pragmatisme. C'est intéressant. Ça continue de se construire. Donc, nous avons, vous l'avez compris, quelques minutes pour que ce nuage de mots se construise. C'est très important parce que chez nous, l'action, on est au-delà de la sensibilisation, Guillaume l'a souligné tout à l'heure, c'est important, la mise en action dans nos structures, qu'elles soient fonds de dotation ou fonds de dotation, déclenche de l'émotion, déclenche des éléments de comportement, des postures qu'il est important de partager. C'est aussi ça, la CFFC. Alors, ça se construit. Il nous reste 45 secondes. Pour l'instant, le mot enthousiasme reste prévalent. « 33 secondes. Et après, nous lirons ensemble le nuage de mots. Alors, ça se construit. 18 secondes. Est-ce que tout le monde a pu répondre? Ça continue de se mettre en place. C'est amusant de vivre ça en direct tous ensemble. Hein. On a des mots, on a des qualificatifs, des adjectifs, des noms. OK, le vote est clos. Alors écoutez, c'est intéressant, on le partagera plus tard, cet état d'esprit, parce que c'est une photo entre nous de ce que déclenche l'action environnementale dans nos structures. Peut-être souligner qu'il y a des mots qui ressortent plus que d'autres. Je vais les lire avec vous. Volontaire, engagement, satisfaite, enthousiasme, rassuré, continuité, lenteur aussi. Je pense qu'il ne faut pas mésestimer les mots qui interpellent, parce que lorsqu'on lit déçu, par exemple, ou manque de soutien, voilà, c'est aussi ça qui va nous guider dans les éléments pour vous aider davantage, puisque la CFFC, ce n'est pas simplement l'idée de signer, mais c'est derrière de se mettre en action et de vous aider à le faire avec vos équipes. Voilà, bah écoutez, c'était la question numéro 2 de notre Metimeter de ce matin. Et maintenant, nous allons continuer sur les interventions et les illustrations par nos témoins du jour. Alors, bien sûr, le pilier 2, on l'a redit tout à l'heure avec le bilan par Béatrice, c'est le fonctionnement interne dans nos organisations. Comment intégrons-nous dans notre propre fonctionnement cette question du climat, de l'environnement, de la biodiversité? Et alors, pour ce faire, je vais me tourner
vers notre deuxième témoin pour ce pilier numéro 2, Laetitia. Laetitia, tu es responsable du département transition écologique et solidaire. C'est important, vous l'avez rassemblé au sein de la Fondation de France. Et là, il me semble que tu peux nous parler de ce qui a été mis en place. Je rappelle aussi que tu es membre du comité de pilotage de la CFFC. Donc, Laetitia, si tu peux témoigner en quelques minutes des actions que vous avez mises en place au niveau donc, de ce pilier 2, le fonctionnement au sein de la Fondation de France. Nous t'écoutons attentivement. Oui, bonjour à tous. Merci Sandrine. D'abord, je m'excuse, j'avais un magnifique fond d'écran CFFC comme tout le monde et je n'ai pas réussi à le télécharger. Je m'en excuse. J'ai pas le code, le code graphique. Effectivement, donc moi, je vais témoigner des actions qui ont été mises en place à la Fondation de France sur ce pilier 2, donc d'action en interne. Je voulais juste préciser pour cadrer un petit peu les choses au départ. Donc, la Fondation de France aujourd'hui, c'est 200 salariés, enfin un peu plus de 200. On a des bâtiments donc, à Paris et dans 7 régions en France. Donc voilà, puisque je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a mis en place dans ces locaux, donc pour vous situer un peu ce que ça représente. Toutes les actions dont je vais vous parler, en fait, elles ont été initiées par des salariés, puisque on a eu, au moment de la mise en place de notre plan stratégique précédent, des groupes de travail de salariés qui ont été mis en place sur différents sujets du développement durable pour établir des plans d'action pour justement améliorer notre impact de fonctionnement interne sur les questions environnementales notamment. Et donc, ces plans d'action ont ensuite été suivis par les différents services de la Fondation de France une fois qu'ils ont été mis en place par ces groupes de travail. Et ces plans d'action, donc, ils se déclinent dans 6 domaines qui ont été donc avancés au cours de l'année 2022. Alors d'abord, dans un domaine un peu général, on réalise depuis 2019 tous les ans notre bilan carbone. Donc le bilan carbone, vous le savez, c'est un outil qui est très normé par une méthode de l'ADEME. C'est un tableau Excel très précis où on mesure toutes les émissions avec 3 scopes possibles. Donc le scope 1 qui sont les émissions directes de l'organisation, le scope 2 qui concerne plutôt les gaz à effet de serre émis indirectement par l'organisation mais liés à l'énergie, et le scope 3 qui est quelque chose de beaucoup plus large et qui permettrait de mesurer ce que produisent comme émissions les actions sur aussi les parties prenantes de la structure. Ce scope 3, pour l'instant, nous, on ne le met pas en place parce que c'est le plus difficile et on n'arrive pas à mesurer en fait quelles sont nos émissions indirectes à travers nos parties prenantes. Donc, on a vraiment fait le bilan carbone sur les 2 premiers scopes. Et donc, on le fait chaque année et ça nous aide ensuite à mettre en œuvre nos actions pour réduire, bien sûr, ce que nous donne ce bilan carbone comme quantité d'émissions. Donc, ces actions concrètes de réduction, elles sont mises en place dans le domaine, par exemple, des déchets. Aujourd'hui, donc en 2022, on a fait des modifications des paramétrages de nos imprimantes, par exemple, de manière à avoir moins d'impressions supplémentaires ou en trop que les gens ne récupèrent pas. Donc évidemment, on a tous paramétré nos imprimantes en noir et blanc par défaut parce que la couleur pose problème. Et on a aussi permis la destruction de tous les historiques d'impression au bout d'un certain temps pour que les impressions ne se fassent pas pour rien, en fait, et alors que les gens ne viennent pas les chercher. On a aussi toute une politique de recyclage des déchets et qu'on a vraiment amélioré cette année. Donc, on a eu depuis très longtemps une politique de recyclage des déchets papier avec un prestataire qui s'appelle Cèdre, qui est aussi un contributeur sur le plan social, puisque c'est une entreprise adaptée qui propose des emplois aux personnes handicapées. Et on a aujourd'hui élargi le recyclage en interne aux déchets verts, canettes, piles, ampoules, D3E, bouteilles. Donc, on a vraiment quelque chose de très large. Et puis, on a supprimé tous les gobelets en plastique. Alors, ça paraît anecdotique comme ça, mais nous, on en utilisait beaucoup parce que dans toutes les réunions, il y avait des gobelets en plastique. Donc, aujourd'hui, on n'a plus ça et nos fontaines ne fonctionnent plus avec des gobelets en plastique. Ensuite, donc, on a des actions aussi plus généralement sur la question du bâtiment.
on est en train de faire des travaux de rénovation dans nos bâtiments. Et tous les plans de travaux, en fait, sont faits en intégrant les critères de développement durable, donc à la fois sur le recyclage des déchets produits par ces travaux, mais aussi sur comment ces locaux, ensuite, en termes d'isolation, en termes de matériaux qu'on utilise, sont le plus durable possible. Et donc, aujourd'hui, on a un étage qui a été complètement refait en tenant compte de ces critères-là, et on est en train petit à petit de refaire nos différents étages sur le même mode. On a également dans le bâtiment passé toute notre énergie chez un fournisseur durable qui est Enercop. Donc ça, c'est vraiment dans nos bâtiments à Paris et aussi dans nos bâtiments en région. Et puis, on a baissé le point de consigne du chauffage. Donc ça, c'était aussi en lien avec les consignes de cette année sur les économies d'énergie. Mais donc, ça fait aussi économiser beaucoup d'émissions. Ensuite, on a une politique aussi sur les déplacements. Donc, en 2022, on a mis en place une politique voyage, ce qu'on n'avait pas avant. Chacun prenait un peu ses billets de manière séparément. Là, aujourd'hui, on a un prestataire qui nous les prend pour nous. Ce prestataire, donc, il a consigne de privilégier les trajets en train sur les trajets en avion pour tous les trajets qui sont inférieurs à 3h30, ce qui avant n'était pas le cas. On a aussi consigne de privilégier au maximum la visio quand on peut sur les déplacements. Alors, ça pose d'autres questions en termes de numérique, mais on verra ça après. Et puis, on fait une enquête tous les ans auprès de nos salariés pour savoir comment ils viennent et ils repartent du travail. Comme nos sites sont quasiment tous accessibles en transport en commun, en fait, la majorité des salariés se déplacent via les transports en commun ou via les transports doux aujourd'hui. Donc ça, c'est important qu'on le conserve. Et enfin, donc on a des actions sur la question du numérique, donc j'en parlais juste avant. On a cette année formé un de nos collaborateurs sur cette question du numérique durable spécifiquement. Il a fait une formation là-dessus avec une certification. Il a ensuite fait une évaluation sur la base d'un référentiel qui est le référentiel Lucie de nos systèmes informatiques pour voir où on était sur ces questions de numérique durable. Il a fait une campagne d'affichage interne pour sensibiliser les salariés sur les bonnes pratiques en fait, liées au numérique. Et puis, il a permis de prendre différentes mesures qui permettent de réduire notre impact en termes de numérique et aussi de consommation d'énergie du numérique, comme par exemple le fait que nos ordinateurs se mettent en veille au bout de 5 minutes ou même 3 minutes, je crois, d'inactivité, le fait que nos écrans s'éteignent automatiquement le soir quand on ne les éteint pas avant de partir. Enfin, voilà, ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est tout un nombre de petites mesures qui permettent de faire boule de neige ensuite. Donc, on a un plan d'action sur le numérique et aujourd'hui, en 2022, il est rempli à 69%. Donc, on a encore une marge de progression sur ce plan-là. Et enfin, donc, la dernière action, qui est lié au bilan carbone aussi, c'est que malgré les efforts qu'on fait pour réduire nos émissions, on n'arrive pas à les réduire complètement et donc se pose la question de la compensation de ces émissions. Et nous, on a choisi en fait sciemment, parce qu'on a fait une étude, de ne pas faire de compensation carbone au sens propre, parce que les prestataires qui faisaient ça ne nous semblaient pas correspondre à l'éthique de la Fondation de France pour pas mal de raisons. Et donc, on a finalement converti en fait le montant des potentiels crédits carbone que produiraient nos émissions pour financer sous forme de subvention une structure qui est l'association Silvact et qui, en fait, grâce à cette subvention, met en place des mesures pour gérer plus durablement les forêts en France. Donc, ce n'est pas de la plantation d'arbres comme le font beaucoup de prestataires carbone parce que ça ne nous convient pas. C'est vraiment de la gestion durable de la forêt et de la concertation entre les différents acteurs pour permettre une gestion plus durable de la forêt. Voilà ce que je pouvais dire pour cette année. Merci Laetitia. Béatrice ? Merci beaucoup Laetitia, c'est vraiment, vous voyez, riche et dense et c'est pour ça qu'on a fait parler la Fondation de France qui, en général, s'exprime sur des sujets, je dirais, bien plus en profondeur, mais vous voyez aussi que
travailler au quotidien, c'est tellement important et tellement inspirant. Et effectivement, le fait de faire venir les idées des salariés est aussi quelque chose que vous pouvez retenir. Donc, on va passer au pilier 3. Je dirais que c'est le cœur du moteur. Et d'ailleurs, il est placé au milieu, c'est pas pour rien. C'est donc tout ce qu'on intègre dans les projets et programmes, qui sont les deux appellations, je dirais, généralement utilisées par les fondations opératrices et distributrices. Et donc, comment on peut intégrer tout ça? Et je donne la parole, sans plus attendre, à Catherine Savet, de la Fondation Terre d'Initiative Solidaire. Merci Béatrice, bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Donc effectivement, pour illustrer donc ce pilier, moi je vous propose de revenir très rapidement sur le fonctionnement de notre fondation et puis de vous donner en illustration deux projets qu'on soutient. Donc la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, c'est la fondation régionale de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas une fondation qui dépend de la fondation Suez du groupe. Ce sont vraiment les directeurs régionaux de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont décidé de créer cette fondation, donc qui a son existence propre avec ses statuts et sa gouvernance, et pour avoir vraiment un impact positif environnemental et sociétal sur notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on travaille voilà, beaucoup en co-construction avec les acteurs du territoire, justement pour bien comprendre les besoins et les attentes de ces acteurs du territoire sur la transition écologique, puisque notre objet porte sur la protection de l'environnement et la transition écologique et solidaire. Et donc, derrière ça, c'est beaucoup de choses. C'est la protection des milieux naturels, le respect de la biodiversité, tout ce qui va être en lien avec l'impact au changement climatique, l'alimentation durable, la transition agricole. Enfin, voilà, c'est assez large. Donc, ça me paraissait effectivement important de le préciser et on ne fonctionne pas par appel à projet, c'est vraiment de la co-construction et de la connaissance territoriale fine sur cette thématique de la transition écologique et solidaire. Donc, pour vous donner une illustration sur les projets que l'on soutient, donc on en soutient une grande diversité de thèmes, de sujets, mais je choisis deux sujets pour vous montrer. On accorde beaucoup d'importance à la sensibilisation au public et notamment pour cibler la jeunesse, parce qu'on sait que la sensibilisation, c'est clé pour faire changer les comportements et que changer les comportements, c'est aussi clé pour s'engager et réussir la transition écologique. Et donc, s'adresser aussi à la jeune génération, c'est important parce que c'est la jeune génération qui est concernée. Alors, on est tous concernés par notre avenir à tous, mais particulièrement cette jeune génération et qui est peut-être plus encline à changer rapidement ses comportements. Donc, on soutient un premier projet qui est une exposition qui s'appelle Exposition Nous les fleuves, qui est hébergée en ce moment et qui a été créée avec le musée des confluences de Lyon et avec Éric Orsena, qui en est le directeur scientifique, notamment en tant que président de l'IAGF, donc l'avenir pour les grands fleuves. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir une exposition immersive qui cherche à sensibiliser le grand public par l'émotion aux enjeux liés aux fleuves à l'échelle du monde ainsi qu'à l'échelle locale. Et avec vraiment un rôle d'éducation à la préservation de l'eau et des fleuves et avec une volonté de faire connaître les différents enjeux liés à l'eau à travers l'art, l'histoire, la géologie. Donc, je vous invite à aller voir cette très belle exposition qui a lieu au Musée des Confluences de Lyon jusqu'à cet été.
Et puis, le deuxième projet que je souhaite mettre en avant, c'est un projet qui est piloté par une association qui s'appelle le Collectif du Cœur 42, qui est implanté à Saint-Étienne et sur le territoire de la Loire, et qui a pour objectif, en fait, de faire connaître au grand public toute la diversité des associations sur le territoire de la Loire, et notamment très ancrée sur les thématiques de l'handicap et de l'inclusion. Et cette association organise chaque année un très grand événement sur le territoire de la Loire qui est une grande journée caritative. Et en fait, ils avaient des convictions très fortes pour cette journée, au-delà de faire connaître les associations de leur territoire et le sujet vraiment de l'handicap et de l'inclusion et de l'insertion. Ils avaient des convictions très fortes sur la transition écologique et on a beaucoup échangé et toujours dans cette dimension de co-construction, et cela a abouti pour eux à la création d'un campus environnement lors de la grande journée caritative. Donc, c'est déjà la 3e édition. Et donc, dans ce campus environnement, il y a différents supports, des expositions, des ateliers ludiques, des activités manuelles, un partenariat aussi avec la fabuleuse cantine qui lutte contre le gaspillage alimentaire, et tout ça au service du grand public pour une sensibilisation et un changement des comportements. Voilà, de manière très synthétique. Merci beaucoup, Catherine. On se rend compte une fois de plus que dans la région Rhône-Alpes, c'est très dynamique et on a une belle représentation de fonds de dotation ou de fondations qui sont effectivement très impliqués en général et particulièrement sur ces questions climatiques. Alors, un petit peu de métiméteur pour se mettre en énergie, toujours. Question numéro 3. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Et on va vous proposer différentes propositions qui vous permettent de vous positionner. Donc, maintenant, vous connaissez le jeu par cœur. Mentimeter, je me connecte sur menti.com, je compose mon code ou alors je fais mon flash code avec mon téléphone. Et donc, s'affichent les questions que l'on vous pose. Ça va être le slide suivant, Alice. Et donc, les questions qu'on va vous poser, est-ce que ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est l'effondrement de la biodiversité? Est-ce que c'est l'accès et la gestion de l'eau? Nous avons évoqué l'eau avec les fleuves, avec Catherine. Est-ce que c'est la qualité de l'air? Ou est-ce que c'est le nouvel outil d'IA, ce qu'on appelle l'outil ChatGPT? Allez, mise en énergie. Là, nous sommes vendredi 12 mai, 11h26. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Ah, les méga-feux que j'ai oublié de citer aussi sont une question qui commence à soulever des interrogations, voire des inquiétudes. Alors, bien entendu, on a commencé ce bilan, on a évoqué certains thèmes, on a parlé de la biodiversité, on a parlé de l'eau. Donc, c'est très logique que vos premières réponses aillent sur ces sujets qui marquent particulièrement l'actualité. La qualité de l'air pour une réponse, les méga-feux, les incendies. On rappelle que nos amis canadiens vivent une actualité terrible au niveau des incendies. Alors, vu le nombre de connexions, vous devriez être plus nombreux à répondre. Parce qu'on est quand même un certain nombre de participants ce matin, et c'est tant mieux. Il nous reste encore 28 secondes, 26 secondes pour vous exprimer. Allez-y, c'est intéressant. Ça permet d'abord de se poser la question, et après, ça permet aussi de se situer par rapport aux autres. Donc, l'effondrement de la biodiversité reste pour l'instant le sujet qui vous préoccupe le plus. Étonnant, ChatGPT n'interpelle personne. Il nous reste 3 secondes, 2 secondes, clôture du vote. Donc, s'affiche 17 réponses pour l'effondrement de la biodiversité qui est particulièrement en tête, puis l'accès et la gestion de l'eau, puis les fameux méga-feux et les incendies en général, et la qualité de l'air. Donc, la réponse la plus préoccupante à l'heure où on se parle, c'est l'effondrement de la biodiversité, évidemment. Et on rappelle qu'avec l'équipe du CFF,
Le programme s'appelle la Coalition française des fondations pour le climat, mais que bien entendu, avec les interfaces évidentes avec la biodiversité, nous traitons aussi des questions de la biodiversité lorsqu'on parle de la question climatique dans nos fonds de dotation et nos fondations. Eh bien, sans plus attendre, après ce jeu de Metimeter, nous allons passer au pilier 4, les placements financiers qu'on ne présente plus. Et pour ce faire, je vais inviter Marie-Stéphane Radex, bien sûr, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Marie-Stéphane, beaucoup de choses sont faites au nom de ta fondation, au sein de ta fondation avec tes équipes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ce matin, s'il te plaît? C'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là pour ce deuxième bilan. Alors, j'ai une tâche difficile puisque vous avez vu que ce pilier 4 était le pilier le plus dur à appréhender par les fondations et je ne peux peut-être que confirmer quand même la difficulté d'exercice. Donc, je vais quand même essayer de vous convaincre qu'il faut y aller parce qu'on a effectivement, et ça a été rappelé par Guillaume de Citre, quand même des réserves et des capacités financières qui sont bien au-delà finalement peut-être de ce qu'on peut faire avec nos subventions et qui a un enjeu aussi très fort de cohérence. Moi, je dis toujours que dans les fondations avec dotation particulièrement, on a un double métier, la gestion de notre patrimoine et la gestion du mécénat, et qu'il est important de faire converger nos stratégies. Alors, certains d'entre vous, effectivement, le savent, on est la Fondation Carasso investie depuis 2015 sur ces questions-là, puisque dans le cadre de la COP21, on avait accepté de rejoindre la Fondation Charles-Léopold Meyer et la Fondation Ensemble pour être les premières fondations françaises à signer l'initiative d'Ivest Invest, qui venait des campus américains, avec cette idée de s'engager à désinvestir totalement notre dotation des énergies fossiles et avec à partir d'une liste de 200 valeurs les plus émettrices à travers le monde. Ça correspondait à une époque où nous étions en train de déployer en fait notre dotation, donc on est arrivé au bon moment, on n'a pas eu trop à désinvestir et on a gardé ce cap, alors même de manière très, très rigoureuse, puisqu'on va bien au-delà de ces 200 valeurs, on est totalement désinvesti de la chaîne de valeur des énergies fossiles, donc y compris tout ce qui est transport, raffinage, etc. Et des grandes entreprises qui émettent beaucoup. Donc, ça a été assez structurant, même si ça a été assez perturbant en 2015, je ne vous cache pas, pour les gestionnaires de fonds qui étaient peu habitués encore à cette époque-là face à ces enjeux, malgré pourtant l'urgence déjà dès 2015 et bien avant. Donc, nous avons commencé par ça. Et puis, en parallèle, certains le savent également, on a développé notre stratégie à impact. Et les deux, finalement, se sont recoupés, je dirais, de manière assez naturelle. Et puis, en 2019, on a décidé un cran plus loin qui était de dire non seulement on va augmenter notre prochain impact en l'apportant à 75 millions d'euros, on était à 15 millions auparavant, qu'on est en train de déployer. D'ailleurs, on a eu une réunion récemment, on devrait atteindre à peu près notre objectif qui était de la déployer d'ici la fin 2023, on va pas en être très très loin. Et j'ai donné un coup de booster à partir de 2019-2020 sur la partie bas carbone, puisqu'on sentait que les marchés financiers et surtout l'Union européenne commençaient à devenir beaucoup plus attentifs à ces questions-là et qu'il y avait plus d'opportunités, puisque finalement la question, quand on veut investir et être très volontariste, c'est quelles opportunités, quelle garantie que ces opportunités ne soient pas du greenwashing pour faire court. Et c'est vrai que les gestionnaires de fonds en France et dans le monde sont particulièrement en retard sur la pertinence de ces questions-là. Alors, l'autre point de difficulté que je voudrais souligner, c'est lié à ça, c'est finalement la difficulté de mesurer réellement les efforts qu'on fait par rapport à des tas de critères qui tardent à se mettre en place, qui sont compliqués, puisque quand vous avez un portefeuille en actions, en obligations, et que vous avez un certain nombre de lignes d'entreprises dans ces portefeuilles, les agences, si vous voulez, de notation ont un certain nombre de critères, entendu les fameuses notations ESG, mais selon les agences, déjà les modalités les critères ne sont pas les mêmes, et en plus vous avez des entreprises, par exemple, citer, je sais pas moi, Amazon ou Microsoft, qui peuvent être très bien notées en critères ESG, et pour autant, en tant que fondation, vous vous posez des questions avant d'investir dans ce type de boîte. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué.
Nonobstant, il faut quand même y aller, parce que si on n'y va pas, on ne fait rien, et il n'y a rien de pire que l'immobilisme sur ces questions climat. Et donc, on a décidé d'avoir une politique très volontariste sur ces questions-là, un peu en béotien au départ. Hein. On a vraiment fait des choses, je dirais, assez simples, au type d'investir dans des fonds infrastructures, en se disant finalement, si on investit dans les énergies alternatives, c'est une manière de. Et puis après, bon, on se pose d'autres questions, et maintenant, on est sur un parcours plus fin, où on va regarder un petit peu plus ce qu'on fait. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça, cette analyse-là, dans le non-côté que dans le côté. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est à 12%. Alors, dans le cadre de Divest Invest, on a un engagement moral de 5% de notre dotation. Donc, on a largement dépassé puisque maintenant, on est à 12%. Et on répartit ça dans ce qui est, j'allais dire, alors, plus facile, ce n'est pas une question de facilité, mais plus évident, qui est la poche à impact, où là, vraiment, on peut aller regarder ce qu'on veut en cohérence avec notre mandat de mécénat, avec à la fois des fonds, je vous ai listé les fonds juste pour vous donner une idée concrète de là où on investit, des fonds multithématiques qui peuvent avoir une part de vert. En général, ça se répartit entre le social et l'environnemental, donc vous avez les noms là, et puis des fonds thématiques où là, on sait qu'on est à 100% dédié aux enjeux climatiques. Alors, y compris, enfin indirectement, en tout cas, nous, vous savez, j'ai oublié de rappeler, mais on est sur deux axes, hein, l'alimentation durable et puis un axe qu'on appelle art citoyen. Donc, c'est vrai que dans l'alimentation durable, la question environnementale est enfin, je ne retrouve plus le mot, mais voilà, au cœur des enjeux alimentaires. Et donc, bien entendu, quand on a créé notre fonds, par exemple, à impact sur l'alimentation durable qui s'appelle FDNCSFS, on peut cocher la case, je dirais, du quasi 100% impact environnemental. Et puis à côté de ça, l'enjeu qui est plus dur, c'est sur le non-côté et c'est sur les fonds traditionnels ISR. Donc on a investi près de 16 millions pour l'année 2022, puisqu'on est sur le bilan 2022, sur un total, dont vous avez le chiffre ici, et on a cherché et on cherche de plus en plus comment faire cette transition également sur le côté. Alors il y a des fonds qui eux-mêmes, type Sycomore, qui sont eux-mêmes très engagés et très dédiés à cette stratégie-là. Donc par c'est évident. Et puis, il y a des fonds infrastructures, je l'ai rappelé, mais il y a également, et ça c'est assez intéressant de le voir, des fonds plus traditionnels qui vont aller chercher des filières dans lesquelles ils veulent avoir une transition bas carbone ciblée. Je vous ai cité Euraseo, non, pas l'écrire, c'est Euraseo, qui est un fonds de private equity assez standard, mais qui a créé un fonds dédié à comment changer le secteur maritime pour qu'il soit moins impactant dans le carbone. Donc, on commence à trouver maintenant des stratégies. Alors là, on est encore en non-côté, mais en non-côté plus classique, pour moi, qui n'est pas un non-côté à impact, parce qu'il ne répond pas aux standards et aux critères de l'impact, même si, d'ailleurs, ils vont vous dire que c'est de l'impact. Bon, après, on fait notre propre séparation à nous. Et puis, des fonds plus enfin, comme je vous l'ai dit, infrastructure ou land degradation, on va être sur la question des sols, etc. L'étape prochaine maintenant, c'est vraiment de regarder déjà tout nouvel investissement, comment on est aidé par la nouvelle nomenclature européenne, vous savez, qui essaie également de labelliser en quelque sorte des fonds qui seraient plus verts. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est du jargon article 9, article 8, mais en tout cas, on est aidé maintenant on est aidé par l'Europe qui elle-même va essayer un petit peu de structurer ce secteur d'investissement plus vert. Donc, je vous encourage à, si vous voulez démarrer, déjà à regarder le fameux guide qu'on a pensé dans le cadre de la coalition, qui va vous donner toutes les pistes réellement pour déployer cette stratégie. Mais moi, mon message, c'est allez-y. On peut après arborer des beaux résultats comme on met là, 28% de moins, etc. Je vous redis que c'est très complexe, qu'on est sur des critères d'expertise, de valorisation, etc., qui ne sont pas aujourd'hui stabilisés. Donc, on ne peut pas, je dis toujours, voilà, on peut donner des chiffres, mais il faut les mettre avec plein de prudence. Pour autant, il faut y aller. D'abord, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que nous, on a appris. On publie notre rapport d'impact tous les ans, donc il va sortir là à l'automne. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder, on est en open source. Ce n'est pas facile, mais il faut y aller parce que c'est l'urgence et qu'on a de l'argent et que ce serait dommage que cet argent, on le place dans des investissements qui sont contre-productifs par rapport à tout ce qu'on essaie de faire, nous, avec notre mécénat. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait un peu long. Désolée. C'est passionnant. Béatrice, je te laisse prendre la suite. Béatrice, on ne t'entend pas avec le micro. Pour le pilier numéro 5.
Voilà, donc je passe la parole sans plus attendre à la partie qui concerne les actions pour le collectif. Donc c'est tout ce que vous pouvez faire et dans lequel vous vous impliquez pour, je dirais, l'ensemble de vos parties prenantes. Donc ça peut être différents types de collectifs et aussi, et bien sûr, sans oublier de participer aux travaux proposés par les coalitions climat en France ou dans le monde. Et je laisse la parole à Dorothée Merville de la Fondation Hippocrène qui va nous présenter un projet et qui sera suivi de Jean-Luc Buchou du cercle Promodule INEF4. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir sur ce réveil climat. En termes d'action, je pense qu'il faut le recontextualiser. La Fondation Hippocrène a pour mission de donner le goût de l'Europe aux jeunes. On a été créé en 92 et on est une FRUP familiale, essentiellement redistributrice. Et je suis fière de rappeler qu'on a été signatrice du manifeste de la première heure. Et on a également contribué au guide finance et climat. Donc, merci beaucoup Marie-Stéphane d'avoir œuvré en ce sens, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'être guidé et d'être accompagné sur cette thématique qui est pour autant très importante. Alors notre mode d'action principal pour donner le goût de l'Europe aux jeunes, c'est en fait le soutien financier à des projets associatifs qui engagent les jeunes, mais à partir en fait des thématiques qui les touchent. Donc, c'est tout ce qui va être éducation, égalité des chances, droits humains et du coup aussi enjeux environnementaux et climatiques ces dernières années. Donc, l'Europe est pensée comme un moyen d'action et non comme une thématique, ce qui explique qu'on agisse du coup de manière très transversale sur de nombreux projets, dont celle qui nous convie aujourd'hui. Comme on est une fondation de taille modeste, en fait, on a vraiment l'habitude de penser collectif depuis de nombreuses années. Alors, je ne résiste pas, même si c'est un tout petit peu en dehors du thème d'aujourd'hui, mais j'ai eu l'autorisation de Béatrice pour en dire un mot. Parce qu'hier, j'étais au Parlement européen à Strasbourg, où nous avons réuni des jeunes venant de toute la France qui sont lauréats de notre prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe. Alors, c'est toujours le même principe, ça récompense des projets qui sont faits en partenariat entre des jeunes de plusieurs pays, avec des classes en l'occurrence, puisque c'est un prix en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et je le mentionne parce que sur les 5 projets récompensés, il y avait quand même 2 projets qui étaient sur des thématiques environnementales, dont des électriciens de lycées professionnels qui avaient décidé d'intégrer vraiment la thématique protection de la planète à leur pratique. Donc j'avais envie de vous le mentionner. De manière plus directe sur la thématique du collectif, à la Fondation Hippocrène, on s'est demandé il y a 3 ans finalement comment avoir plus d'impact, plus de pertinence, comment grandir, alors que finalement nos moyens sont relativement constants. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure de la création d'un écosystème d'engagement de la jeunesse européenne, qu'on a d'ailleurs appelé Inspiring Young Europeans. Et on a en fait sélectionné 19 organisations, essentiellement des associations, qui sont très différentes, mais du coup pensées comme complémentaires. Donc, on a à la fois des associations de terrain, des médias, une organisation qui aide à l'obtention de financements européens. Et c'est également sur des thématiques différentes. Donc, on les a classés en 3 grands groupes: grandir, étudier, réussir, vivre ensemble et être solidaire, et s'engager. Et donc, dans cette partie-là, on a évidemment environnement, climat, citoyenneté, culture, numérique. C'est vraiment toutes les grandes thématiques qui font bouger les jeunes dans toute l'Europe. Parmi les actions que nous menons en commun à 19, nous organisons des after-work qui mettent en valeur en fait les actions transversales qui sont menées par ces organisations. Donc, on en a une sur le mentorat, une sur la guerre en Ukraine, sur l'égalité homme-femme. Et la prochaine thématique sera sur la thématique comment inclure la protection de l'environnement dans l'engagement citoyen. Et donc, j'avais à cœur de vous en dire un mot aujourd'hui, même si ce n'est pas de l'ordre du bilan, mais plutôt de ce qui va se passer. Ce sera le 6 juin prochain à l'Académie du climat.
Les modalités, c'est donc de convier à la fois des organisations de l'écosystème. Donc là, On est prêt, que vous connaissez probablement, Spark News, les Arts Film Festival, les Jeunes Européens, et également des invités extérieurs, donc une association invitée qui sera Make Sense, et une intervention plus institutionnelle, ça devrait être, même si ce n'est pas confirmé, une intervention de la Commission européenne sur le Green Deal. L'objectif, c'est vraiment de faire des interventions très courtes, de s'inspirer les uns les autres et de montrer précisément que le climat, l'environnement, la biodiversité, ça peut s'intégrer vraiment dans toutes les organisations, puisque les Arts Film Festival, c'est un festival de cinéma européen qui est très actif sur ce domaine. Les Jeunes Européens sont sur la citoyenneté européenne de la jeunesse. Spark News, c'est plus de la communication sur l'Europe, et On est prêt, c'est de la mobilisation d'influenceurs et de célébrités pour mener des campagnes sur toutes ces thématiques. Donc on trouve à chaque fois ça très intéressant, cet aspect collectif et du fait de mixer les compétences de chacun et les idées de chacun. Merci Dorothée. Voilà. Désolée. Du coup, je suis un peu Très en longue. Et retard. si vous souhaitez être invité, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai l'invitation. Donc, je passe la parole sans plus attendre à Jean-Luc Buchou, donc délégué général du fonds de dotation Cercle Promodule INEF 4. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer dans le cadre de ce pilier 5. Très brièvement, donc, notre fonds de dotation Cercle Promodule INEF 4 est un fonds de dotation essentiellement opérateur. 88% de notre budget est consacré à la production de nos différentes actions. Et pourquoi nous avons rejoint le manifeste quasiment dès le début et nous sommes engagés? Parce que finalement, l'objectif du manifeste, c'est notre objet social. En fait, on porte dans notre objet social, notre mission, c'est d'aider à la réussite des transitions énergétiques, environnementales d'un secteur particulier, celui du monde du bâtiment. Alors, c'est notre champ d'action, le secteur du bâtiment. C'est un secteur, pourquoi le secteur du bâtiment? D'abord parce que, vous le savez peut-être, les chiffres circulent depuis très longtemps, c'est 27% de la production de gaz à effet de serre au niveau du pays. Mais quand on y réfléchit, pas que, parce que finalement, en termes d'économie circulaire, en termes d'action et d'impact, un bâtiment est fait de matériaux qui nécessitent des matières premières, de l'approvisionnement, du transport, de l'industrialisation, de la fabrication, de la mise en œuvre. Donc, ce sont des secteurs, c'est un secteur qui est très impactant en termes de durabilité. Et c'est aussi un secteur qui, historiquement, est très siloté, très atomisé, et dans lesquels il y a des habitudes, des actions, des modes de travail qui sont aussi très contrastés entre des grands groupes industriels très innovants, avec des produits tout le temps à la pointe et qui s'en vont vers de la décarbonation et de la durabilité, et en bout de chaîne, 400 000 entreprises artisanales avec des gens qui sont un peu dépassés par leur emploi du temps, par les devis, par répondre aux chantiers, aux besoins, etc. Donc, on est dans cet univers. Notre mission, que nous essayons d'assumer depuis que nous sommes le fonds de dotation et nous étions une association préalablement, ça fait 27 ans qu'on œuvre dans cette action, c'est d'essayer de travailler ensemble, de rassembler en tout cas les intérêts particuliers pour les transformer en intérêt général et de faire en sorte que, comme l'actualité le montre, les crises Covid ont montré que le bâtiment, la qualité de l'air, on en parlait tout à l'heure par exemple dans un des thèmes, mais aussi le confort intérieur, la consommation énergétique, le confort de vie, puisque finalement on passe 90% de notre temps dans un bâtiment. C'est assez fondamental, on y vit, on y travaille, on s'y déplace parfois aussi. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui a besoin d'aller aussi vers des éléments factuels, concrets, et qui permettent de tracer cette route d'objectifs et d'enjeux conséquents. Je vous donne 2-3 chiffres. On a la stratégie nationale bas carbone 2050 pour la neutralité carbone. Ça veut dire que si on veut atteindre cet objectif, il faudrait rénover
15 millions de bâtiments en France aujourd'hui à un niveau bâtiment basse consommation. Rénover 15 millions de bâtiments en France aujourd'hui, à ce niveau-là de performance, ça veut dire produire d'ici 2050 600 millions de mètres cubes de matériaux isolants. Aujourd'hui, pour atteindre ce niveau, il y a 50 000 à peu près rénovations de ce niveau-là, au moment où je vous parle, en 2023. Ça représente 1 million de mètres cubes de matériaux isolants. Donc, si on parle de ça, on s'aperçoit que les enjeux sont énormes. Comment on les produit, ces matériaux? Où on va chercher la matière? Comment l'économie circulaire peut jouer un rôle clé à l'intérieur de ça? Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à dire, et pour essayer de respecter le timing et pour aller sur l'essentiel, on a décidé il y a 2 ans de mettre en place ce qu'on appelait le lab du Cercle Promodule. Et ce sont nos productions, des ressources sous différents formats, des fiches, des outils numériques d'aide à la compréhension d'enjeux, de phénomènes. Ce sont aussi des guides, des fiches pratiques. 35 000 fiches ont été téléchargées depuis la création du lab. Et on l'a inscrit, non pas dans le pilier 1, formation, sensibilisation, il était plutôt dans le pilier 5, même si c'est de la formation, sensibilisation, parce que c'est une action collective. On vise à travers ce contenu d'essayer de fournir des éléments factuels, cohérents et d'essayer de tracer en fait une route vers ces objectifs de décarbonation et d'enjeux climatiques à respecter dans ce secteur. L'objectif du lab est de toucher vous, les particuliers, les gens qui habitent dans des bâtiments, qui y vivent, mais aussi les apprentis du bâtiment qui se forment à ces métiers, les artisans, les acteurs industriels. En fait, notre mission est très complexe puisqu'il faut qu'on touche un champ large tout en essayant de vulgariser, de simplifier et d'essayer d'être le plus factuel possible pour éviter les dérives dans un sens ou dans un autre, ou les actions qui pourraient finalement, tout en apparaissant bienveillantes ou utiles, être contre-productives si on ne les inscrit pas convenablement dans le temps ou dans la durée. Donc, le lab du Cercle Promodule, c'est une de nos actions, elle est inscrite dans le pilier 5 et on vous remercie de nous avoir donné l'occasion, en tout cas, de mettre en avant ce travail. N'hésitez pas à aller le consulter, vous pourrez y trouver sans doute des éléments d'information utiles et c'est aussi l'objet de notre travail, cela. Donc, on l'alimente régulièrement avec différents types d'outils. Et un qui va arriver très prochainement, c'est un outil d'évaluation en saisie simplifiée de l'évaluation des inconforts d'été à l'intérieur du bâtiment à cause du changement climatique et comment on peut réussir à se passer de la climatisation pour éviter effectivement consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, en quelques minutes, comment je pouvais décrire notre action à l'intérieur de ce pilier et notamment nos travaux que nous nous efforçons de produire dans ce sens. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup Jean-Luc et je redonne la parole à Sandrine. Merci Jean-Luc, j'étais en train de parler dans mon micro qui était éteint. Merci Béatrice. Donc merci Jean-Luc, effectivement dans le bâtiment, c'est aussi un écosystème très riche où le collectif a toute sa place. Alors, une dernière question, puisqu'après nous aurons notre séquence questions-réponses avant la conclusion. Une dernière question pour se mettre en énergie. Quelles actions allez-vous mettre en place à la suite de ces échanges de ce matin, de ce bilan de la CFFC? C'est parti pour le Metimeter. Je ne vous parle plus comment on fait. On plonge sur la réponse. Allez, on se projette. Quelles actions allez-vous mettre en place à la suite de cet échange, de ces échanges de ce matin dont on a vu qu'ils étaient riches, avec de très beaux témoignages, ce qui me permet d'ailleurs tout de suite de remercier à nouveau pour le temps qu'ils y ont consacré nos intervenants. On voit bien que sur chacun des piliers, il y a des latitudes et des possibilités d'action. Et là, on a eu des illustrations tout à fait exemplaires. Alors, ça commence à se construire. On se donne quelques minutes. Il y a eu 3 premières réponses. Certains proposent d'étudier le guide d'investissement. Oui, vous avez eu le lien qui vous a été remis dans le chat. Faire un bilan carbone, absolument. C'est la tendance de fond. Bientôt, ça sera obligatoire. Je profite de ces échanges pour vous dire qu'il y a, en termes de réglementation, beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau européen, notamment en termes de reporting pour les entreprises. Et à un moment donné, ça va arriver certainement aussi vers d'autres types d'organisations que sont nos fonds ou nos fonds de dotation.
ou nos fondations. Voilà, donc se préparer à tout ça, c'est très important. Marie-Stéphane, tu parlais des acteurs de la finance tout à l'heure. Effectivement, de ce côté-là aussi, les choses sont en train de se réglementer. Il y a notamment ce qu'on appelle la taxonomie qui va donner toute une nouvelle classification pour inciter les fonds d'investissement, les banquiers, les assureurs à faire des choix en termes de portefeuille et de placement. Et donc, si on revient à nos sujets à nous, fonds de dotation et fondations, une dizaine de questions de réponses maintenant s'affichent. Allez, c'est parti. C'est intéressant. « 15 réponses. Allez-y. Ce qui est intéressant, c'est que les témoignages de ce matin ont l'air d'inspirer certaines actions vers lesquelles vous souhaitez vous orienter. Donc ça, c'est important. Alors, 21 réponses. Comme le temps est en train d'avancer, que vous êtes en train de répondre, nous avons la ponctualité qui fait partie des caractéristiques des rendez-vous de la CFFC. Nous aurons un très très court temps pour les questions-réponses. Et si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. De toute façon, Béatrice, moi-même et l'équipe reviendront vers vous pour vous apporter des éléments de réponse ou peut-être pour rebondir sur des propositions que vous aurez faites sur des thématiques qui vous intéressent. Puisqu'on le rappelle, nous construisons nos groupes de travail, nos guides et nos réveils climat aussi en consultant vos attentes et vos envies. Alors, les actions s'affichent, c'est très intéressant, nous en sommes à 24 réponses. Alors, je lis formation des équipes sur les sujets, vu ce matin, continuer nos engagements sociétaux sur le champ de l'environnement et de la lutte contre les déchets plastiques dans les océans, ça c'est concret. Faire évoluer nos banques, évidemment. Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des salariés, avoir une réflexion sur nos pratiques et comment nous pouvons les améliorer, faire des événements bas carbone avec les acteurs de nos écosystèmes, avoir des critères de sélection sur les projets, faire le bilan carbone, je l'ai dit, il y a plusieurs réponses dans ce sens, supprimer les plastiques, oui les plastiques c'est un enjeu énorme, on pourrait presque faire un réveil climat sur le sujet, proposer à nos partenaires de les accompagner si souhaités sur l'intégration de critères environnementaux dans leur programme, excellent. Avoir des critères climat dans l'instruction et les décisions de programmation de la Fondation, évidemment. Sensibiliser auprès des organisations soutenues et des partenaires. Sélectionner les projets en fonction des critères environnementaux. Diminuer notre empreinte digitale. On a eu un très bel exemple tout à l'heure avec la Fondation de France. Merci Laetitia. Informer, oui évidemment. Avoir une réflexion sur nos propres pratiques, comment les améliorer. Encore du bilan carbone. Être encore plus attentif à tous les aspects environnementaux. Avoir des projets dans les projets qui nous sont soumis pour un éventuel soutien, mettre en place des actions de sensibilisation. Alice continue de remonter pour la lecture, je te remercie. Revoir les critères de sélection des projets, étudier le guide d'investissement. Voilà, 26 réponses qui sont, je crois, on peut le dire, Béatrice, à l'image de l'impact que nos interventions ont pu avoir ce matin. Le mot d'impact est aussi un énorme thème, ça pourra faire l'objet d'un prochain réveil climat. Voilà, merci pour ces 27 réponses qui sont variées, qui convergent. Et il me semble qu'il est 11h57 et nous allons nous orienter tout doucement vers la conclusion. Alors, dans le chat, je n'ai pas vu encore beaucoup. Excuse-moi, mais on va passer directement à la conclusion parce qu'il nous reste vraiment 3 minutes. Donc, on va donner la parole à Philippe. Oui. Voilà, qui a un mot à nous dire. Absolument. De vision d'ensemble et de pourquoi son implication pour terminer ce bilan. Et vous voyez que toutes les actions qui ont été citées montrent qu'on avance tous ensemble et que vous avez plein d'idées pour continuer. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de partager aussi toutes ces idées. Philippe, c'est à toi.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci, c'était très passionnant et enrichissant et ça donne plein d'idées. C'est tout l'intérêt de ces rencontres. Merci à Béatrice et à Sandrine de nous avoir organisé ce temps passionnant. Donc moi, je m'appelle Philippe Mayol, je dirige la Fondation Terre Solidaire, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui est abritante, qui a été créée en 2016 et qui est entièrement dédiée à accélérer la transition écologique et sociale en soutenant des initiatives en France et à l'international par une approche de changement systémique. Et on est signataire du manifeste depuis le lancement de la coalition et j'ai eu l'honneur de rejoindre le comité de pilotage à la fin 2021. Et pour nous, cet engagement au sein du comité de pilotage est hyper passionnant parce que déjà, c'est une occasion de partager à la fois les connaissances, expertises, les réseaux, pour pouvoir enrichir collectivement notre démarche en faveur du climat et de la transition écologique. Mais c'est aussi un challenge parce que c'est aussi le défi des fondations type environnementales comme on est, de se satisfaire des projets qu'on soutient et de pas forcément de se réinterroger sur les modes de fonctionnement interne. Et donc, tout l'intérêt de cette coalition pour nous, et puis aussi pour vous, j'imagine, c'est de positionner toute la problématique climatique, environnementale, pas simplement comme une finalité des projets qu'on soutient, mais comme un axe transversal, parce que finalement, on subit tous les conséquences du changement climatique, et ce changement climatique impacte tous les pans de la société dans lequel on vit, et on le voit toute l'actualité récente et plus ancienne nous rappelle tous les jours que la situation se dégrade. Et c'est vrai que pour nous, concrètement, par exemple, ça a été de monter en puissance plus sur les critères de choix des projets pour vérifier leur empreinte écologique de la mise en œuvre, de pas simplement se satisfaire de l'objet social, de l'objectif du projet qui va être soutenu, qui par définition, lié à notre mission sociale, est en faveur du climat, mais l'empreinte écologique de la manière dont ce projet va être mis en œuvre, comment on peut aussi le challenger l'initiative citoyenne pour qu'elle puisse réduire son empreinte. Donc, tout l'intérêt de cette coalition, c'est aussi partager nos doutes et nos difficultés, parce qu'on voit bien que le défi est énorme et que changer nos pratiques internes, c'est pas si évident que ça par rapport à nos histoires, par rapport à nos propres contraintes internes, par rapport aussi à la mission sociale qu'on a. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette coalition, c'est aussi de partager aussi nos inquiétudes, nos doutes, parce que c'est pas facile. Et on l'a bien, et tous les témoignages qu'on a pu avoir ce matin autour des différents piliers, montrent qu'il y a des solutions qui existent, qui sont pas forcément adaptées à tout le monde, mais qui donnent des bonnes idées, qui donnent des pratiques, qui nous permettent de cheminer. Je vais en arrêter là parce qu'on n'a pas le temps, mais en tout cas, un rendez-vous important pour celles et ceux qui pourront. On vous invite à poursuivre tous ces échanges au moment de l'atelier des fondations, donc vers la fin juin, et plus particulièrement le mardi 20 juin, donc on organise un atelier sur toute la responsabilité sociale et environnementale des fondations. Et donc, on vous y convie. Ça nous permettra de rentrer peut-être plus dans le détail et de rentrer plus sur ces questions qui sont hyper importantes, mais aussi très difficiles à aborder. Merci, et à vous, Béatrice et Sandrine, pour la fin. Merci à toi, Philippe, et merci pour ton implication. Merci également à tous les intervenants. Enfin, je pense que ça a été vraiment des témoignages forts. Donc, nous terminons cette session avec joie et plein de promesses pour l'avenir. Donc, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Et ce qui est essentiel, c'est de continuer. Je le dis et je le redis, tous ensemble. Donc, je suis là et avec toute l'équipe et tous les membres du comité de pilotage, etc., pour répondre avant tout à vos souhaits, à vos demandes. Donc, chaque fois que vous avez une idée qui vous traverse la tête, ou une question ou un besoin, vous nous l'envoyez. Et je ne dis pas qu'on peut répondre à tout, bien sûr, parce que c'est versus nos moyens, mais en tout cas, dès qu'il y a un sujet un peu commun, on peut aussi en faire des thèmes pour les réveils climat. Donc, vous pouvez noter dès à présent le tout prochain, le 25 mai, sur la transition juste. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ces rendez-vous sont toujours en ligne de 8h30 à 9h30 et bien sûr enregistrés. Donc, vous pouvez regarder la collection des 20 premiers sur notre site. Le 6 juillet, ça sera une vue d'ensemble des coalitions climat chez nos amis d'autres pays.
et aussi des organisations fêtières. Et puis la date la plus importante, la prochaine formation climat qui vous aide à mettre en place ce fameux manifeste et à créer un plan d'action climat au sein de votre structure. Donc le 24 mai, il reste encore quelques places. Et si, bien sûr, vous avez d'autres demandes, vous n'hésiterez pas à nous écrire et on pourra monter d'autres sessions. Le CFF vous propose également d'autres types de formations, donc le grant making le 14 juin, le juridique le 11 octobre puisqu'elle a eu lieu hier, la précédente. On est déjà à la 4e session. Il y a aussi maintenant une formation sur la mesure d'impact social. Donc, vraiment, allez sur notre site et regardez tout ça. Et pour terminer avec une ouverture, donc en 2023, comme l'année a déjà commencé, nous avons lancé les questions climat. Donc, ce sont des rendez-vous avec 12 places sous forme de déjeuner d'échange et au cours desquels vous pouvez en fait échanger entre vous sur vos questionnements, vos difficultés, puisqu'on nous a fait remonter très intelligemment le fait que les événements du CFF en général mettent en avant les bonnes pratiques, mais on a aussi bien sûr des questionnements et donc c'est dans ce cadre que nous lançons ou des groupes de travail, il y a par exemple celui sur les fonds de dotation qui vient de démarrer, ou des rencontres spécifiques. Donc là, on les a appelées questions climat. Le prochain, ça aura lieu le 20 septembre et on peut en monter d'autres à la demande. Et puis, le grand rendez-vous annuel, ça sera bien sûr notre anniversaire, le 23 novembre, vous pouvez déjà noter, à l'Académie du climat. Et entre les deux, Philippe l'a mentionné, l'atelier des fondations qui est surbooké. Donc, on a déjà une liste d'attente qui va bien au-delà de tout ce qu'on aurait imaginé. Donc, du 19 au 21 juin, mais vous en aurez tous les échos. Et on cherche déjà pour 2024 un lieu beaucoup plus vaste, étant donné le succès. Et pour finir cette session, donc pour laquelle je vous remercie tous et toutes, eh bien, vous avez en ligne la bonne surprise, le fameux bilan 2022. Donc, vous avez le lien dans le chat et aussi, voilà, cette image. Et vous voyez que nous sommes dans une nouvelle type de communication avec une nouvelle charte graphique. Le CFF s'est modernisé et du coup, la CFFC aussi. Donc, les couleurs sont très flash pour montrer la dynamique et pas que dans le vert. Voilà. Donc, merci aussi à notre équipe com qui s'est donné un mal fou et a eu plein d'idées pour mettre nos textes en valeur et surtout vos actions, c'est ça le plus important. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je remercie également Sandrine pour cette animation qu'elle mène toujours très dynamiquement et très fidèlement. Et à très, très, très bientôt. Au revoir.